12 mai 1940, 14h27, quelque part dans les Ardennes, le capitaine Pierre Dubois, commandant d'une compagnie de chars français, fixait la carte avec incrédulité. Des chars allemands venaient de contourner sa position. Mais c'était impossible. 2 heures plus tôt, des éclaireurs avaient signalé la colonne allemande à 15 km au nord. Maintenant, ils étaient au sud. Comment pouvaient-ils coordonner leurs mouvements aussi rapidement? Dubois envoya une estafette à moto, avec de nouveaux ordres pour son bataillon. L'estafette mit 40 minutes pour parcourir 8 km. Les ordres arrivèrent trop tard. Les chars allemands avaient déjà percé. Ce que Dubois ignorait, c'est que chaque commandant de char allemand communiquait directement avec ses camarades grâce à des postes radio. Pas d'estafette, pas de retard, communication en temps réel sur le champ de bataille. La guerre éclair n'était pas une guerre de chars, c'était une guerre radio. Le poste radio Fugé 10, développé en 1938 par Telefunken, gamme de fréquence de 27,2 à 33,3 MHz, puissance d'émission de 10 watts, portée de 8 à 12 km sur le terrain. Mais la véritable révolution n'était pas la technique, c'était la philosophie. L'Allemagne équipait 90% de ses chars de poste radio, la France 10%, la Grande-Bretagne 15%, l'Union soviétique 5%. La différence n'était pas l'acier ou les canons, la différence était l'information. Comment fonctionnait le Fugé 10? La technique était élégante dans sa précision. Un récepteur super-hétérodyne avec 4 tubes, un émetteur avec 2 tubes, modulation de fréquence pour une transmission plus claire. Un dynamoteur convertissait la batterie de 12 volts du char en 120 volts pour les tubes. L'appareil pesait 25 kg. Mais il changea la façon de faire la guerre. Et pour toujours. Les commandants de chars allemands communiquaient en temps réel. Un chef de section ordonnait à 3 chars simultanément de contourner une position ennemie. Un chef de compagnie coordonnait 12 chars pendant le mouvement. Un commandant de bataillon parlait directement à l'artillerie, à l'aviation, à l'infanterie. La vitesse opérationnelle des unités allemandes était 2 à 3 fois supérieure à celle des unités alliées, pas à cause de meilleurs moteurs. À cause d'une meilleure communication, comparons la réalité, compagnie française, mai 1940. Le chef de compagnie voit une position ennemie. Il écrit un ordre sur papier. Un estafette à moto se rend chez le commandant de bataillon. 20 minutes. Le commandant de bataillon approuve. L'estafette revient. 20 minutes. Le chef de compagnie distribue les ordres au chef de section. 10 minutes. Temps total de la détection à l'action. 50 minutes. Compagnie allemande. Même situation, le chef de compagnie voit une position ennemie. Il parle dans le poste radio. Tous les chefs de section entendent simultanément. Ils commencent immédiatement à agir. Temps total, 2 minutes. La différence, 48 minutes. Sur le champ de bataille, c'est la différence entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite. L'Union soviétique a pris cette leçon de la manière la plus dure. 22 juin 1941. Opération Barbarossa. Les divisions de chars allemands percèrent les lignes soviétiques avec une vitesse terrifiante. Les commandants soviétiques attendaient des ordres de Moscou. Les commandants allemands prenaient des décisions en quelques secondes. Coordonnés par radio, au cours des 6 premières semaines, l'armée soviétique perdit 20 000 chars. Beaucoup ne furent pas détruits au combat. Ils furent débordés, contournés, isolés, parce que la communication soviétique était trop lente. Le général Dimitri Pavlov, commandant du front Ouest, comprit immédiatement le problème. Dans un rapport du 28 juin 1941, il écrivit « Les Allemands communiquent comme un organisme. Nos unités combattent comme des cellules isolées. Elles ne savent pas ce qui se passe à gauche ou à droite. Elles attendent des ordres qui arrivent trop tard ou n'arrivent jamais.
L'avantage allemand n'est pas le blindage ou les canons, c'est la communication. Pavlov fut fusillé. La réponse de Staline aux catastrophes était toujours la même, fusiller le messager. Mais le problème persista. L'armée rouge avait des postes radio, mais trop peu. Seuls les commandants de régiments y avaient accès. Les compagnies et les bataillons combattaient à l'aveugle. Les unités allemandes opéraient comme un réseau. Les unités soviétiques opéraient comme des îles isolées. La différence technique était dramatique. Une section de chars allemande, 1941, 5 chars. Chaque char avait un récepteur Fugé 5. Le char du chef de section avait un émetteur-récepteur Fugé 10. Le chef de section pouvait parler à tous les chars. Les chars pouvaient entendre le chef de section. Simple, efficace, révolutionnaire. Une section de chars soviétiques, 1941, 5 chars. Peut-être que le chef de section avait un poste radio. Peut-être, si ça fonctionnait, si des batteries étaient disponibles. Les 4 autres chars n'avaient rien. La communication se faisait par drapeaux, par signaux lumineux, par des estafettes qui couraient entre les chars. Dans le chaos de la bataille, c'était impossible. Koursk, juillet 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire. L'Union soviétique avait appris, après 2 ans de combats désespérés, l'armée rouge avait amélioré sa communication. Mais malgré tout, la coordination allemande était supérieure. Le lieutenant Hans Weber, commandant d'une section de Tigre, décrivit la réalité. Nous parlions constamment. Chaque observation, chaque mouvement était immédiatement partagé. Si un char voyait un T-34, les 5 chars le savaient immédiatement. Nous chassions comme une meute de loups. Les soviétiques combattaient comme des ours solitaires. Les rapports soviétiques confirmèrent l'observation de Weber, le colonel Ivan Koslov, commandant d'un bataillon de T-34, écrivit en septembre 1943. Les chars allemands se déplacent comme une unité. Nos chars combattent individuellement. Si je veux donner des ordres, je dois sortir de mon char et courir vers chaque chef de section. Les Allemands restent dans leur char et parlent. La différence est la vie et la mort. La solution soviétique, voler des postes radio allemands, les analyser, les copier, rétro-ingénierie à l'échelle industrielle. Chaque FUG-10 capturé était envoyé à Moscou. Les ingénieurs les démontaient, mesuraient chaque résistance, chaque condensateur, chaque bobine, essayèrent de comprendre comment fonctionnait la précision allemande. Mais ce n'était pas facile. Les postes radio allemands étaient basés sur la technologie des tubes de Telefunken et Lorenz. Les tubes étaient fabriqués avec précision, avec des tolérances de quelques micromètres. Les usines soviétiques ne pouvaient pas atteindre une telle précision. Les premières copies soviétiques fonctionnaient mal ou pas du tout. Les fréquences dérivaient, la portée était limitée, la fiabilité était catastrophique. Un ingénieur soviétique, Sergueï Ivanov, décrivit la frustration dans un rapport déclassifié de 1944. « Nous avons les schémas, nous comprenons la théorie, mais la fabrication allemande est inaccessible. Chaque tube est parfait, chaque condensateur est exact. Nos composants varient. Un poste radio fonctionne. Le suivant, non, nous produisons du hasard, pas de la technologie. » Le tournant arriva en 1945, l'Allemagne capitula, l'Union soviétique lança l'opération Osso-Aviakim, un enlèvement systématique et planifié de scientifiques et d'ingénieurs allemands. Dans la nuit du 21, le 22 octobre 1946, le NKVD arrêta plus de 2200 spécialistes allemands, des scientifiques spécialisés dans les missiles, des ingénieurs aéronautiques, des chimistes et des techniciens radio. Des ingénieurs de Telefunken furent directement emmenés dans des instituts de recherche soviétiques. Leurs familles furent prises en otage. Le message était clair. Travaillez pour nous, ou vos familles en souffriront. Le docteur Henri Meunier,
ingénieur principal chez Telefunken, décrivit plus tard cette expérience. On nous a fait monter dans un train. Nous sommes partis vers l'Est. Nous ne savions pas où. Au bout de 3 jours, nous sommes arrivés dans un complexe de recherche secret près de Moscou. On nous a donné du papier, des crayons, des composants. On nous a dit « Fabriquez vos postes radio », exactement comme en Allemagne. La copie soviétique du Fugé 10 reçut la désignation R-105. Le développement commença en 1946. La production démarra en 1952. 6 ans. L'Union soviétique eut besoin de 6 ans, avec des plans volés et des ingénieurs enlevés, pour copier un poste radio allemand. Et qui avait été développé en 1938, c'est incroyable. Mais même alors, le R-105 était inférieur, portée 5 à 8 km. Le Fugé 10 atteignait 8 à 12 km. Fiabilité, 70%. Le Fugé 10 avait une fiabilité de 95%. Poids, 32 kg. Le Fugé 10 pesait 25 kg. L'Union soviétique pouvait copier la technologie allemande, mais atteindre la précision allemande était impossible. L'ironie, en 1952, le R-105 était déjà obsolète. Les postes radio modernes utilisaient des transistors au lieu de tubes, la modulation de fréquence au lieu de la modulation d'amplitude. L'Union soviétique avait mis 6 ans à copier une technologie de 1938. Le monde avait évolué, mais le chemin parcouru fut fascinant. Les ingénieurs soviétiques se sont battus avec chaque détail. Le plus grand problème était la fabrication des tubes. Les tubes Telefunken allemands avaient une durée de vie de 2000 heures. Les premières copies soviétiques duraient 300 heures. La différence résidait dans la qualité du vide. Les usines allemandes atteignaient des vides de 10 puissance moins 7 torr. Les pompes soviétiques n'atteignaient que 10 puissance moins 5 torr. 2 ordres de grandeur de différence. Cela semble peu, mais en technologie des tubes, c'est décisif. Le docteur Meunier, l'ingénieur Telefunken enlevé, expliqua aux techniciens soviétiques. Un tube, c'est comme un petit monde. Chaque atome compte. S'il y a trop d'atomes de gaz dans le vide, les électrons entrent en collision avec eux. Le tube chauffe, il perd en efficacité, il meurt prématurément. Les pompes à vide allemandes étaient des chefs-d'œuvre de précision. Les pompes soviétiques étaient suffisantes pour de nombreux usages, mais pas pour les tubes à haute fréquence. Les soviétiques ont résolu le problème par la brutalité. Au lieu de produire un tube parfait, ils en produisaient 10. Ils les testaient tous. Ils gardaient les 2 meilleurs. Les 8 autres étaient mis au rebut, inefficaces. Gaspillage. Mais ça fonctionnait, d'une certaine manière. Malgré tout, l'Union soviétique produisit 32 000 unités de R-105 entre 1952 et 1960. Elle en équipa les chars T-54 et T-55. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre des 6 jours. Les chars soviétiques communiquaient avec une technologie basée sur des conceptions allemandes. Les soldats soviétiques ne le savaient pas, mais chaque fois qu'ils appuyaient sur le bouton de la radio, ils utilisaient le génie allemand, un exemple fascinant de l'appropriation technique. Le dynamoteur. Le Fugé 10 avait besoin de 120 volts pour les tubes, mais les chars n'avaient que des batteries de 12 volts. La solution était un dynamoteur, un moteur électrique et un générateur combiné. Le moteur fonctionnait avec 12 volts. Le générateur produisait 120 volts. Élégant. Efficace, mais difficile à construire. Le dynamoteur allemand du Fugé 10 était un instrument de précision, arbre à roulement à billes, bobine soigneusement enroulée, commutateur avec des segments exactement dimensionnés, efficacité, 78%, c'est-à-dire que 78% de la puissance électrique d'entrée était convertie en puissance de sortie utilisable. Le dynamoteur soviétique du R-105 avait une efficacité de 62%, 16 points de pourcentage de différence. Cela ne semble pas beaucoup, mais cela signifiait
que le R-105 avait besoin de batteries plus grosses, ou que les batteries duraient moins longtemps, ou les deux. Dans un char, où chaque kilogramme compte, c'était un vrai problème. Pourquoi cette différence? La fabrication allemande de roulement à billes était supérieure. L'enroulement des bobines allemandes était plus précis. Le contrôle qualité allemand était plus strict. De petites différences à chaque étape s'accumulaient pour créer de grandes différences dans le produit final. L'influence technique se poursuivit. Le R-113, développé en 1958, était basé sur les principes du R-105. Le R-123, poste radio standard des chars pendant la guerre froide, utilisait des circuits directement dérivés des plans du Fugé-10. Le R-168, utilisé dans les chars T-90 modernes, a une lignée technologique qui remonte à Telefunken en 1938. Mais il n'y avait pas que l'Union soviétique. Les Américains ont également analysé les postes radio allemands. L'opération Paperclip a amené des ingénieurs allemands aux États-Unis. Le BIOS britannique, British Intelligence Objective Subcommittee, a saisi des tonnes de documents Telefunken. Les troupes françaises ont démonté des usines allemandes et ont transporté l'équipement en France. Un exemple spécifique de l'appropriation américaine. En juillet 1945, le US Signal Corps a saisi toute l'installation de recherche Telefunken à Berlin-Tempelhof. 127 tonnes de documents, 43 prototypes, 18 ingénieurs principaux. Le rapport du commandant, le colonel Guillaume Lemaire, est révélateur. Ces Allemands ont 10 ans d'avance sur nous en matière de technologie à haute fréquence. Leurs circuits sont plus élégants, leurs composants sont plus fiables, leurs méthodes de fabrication sont plus efficaces. Nous devons apprendre tout ce qu'ils savent. L'armée américaine a créé le Radio Research Laboratory au MIT. Les documents allemands ont été traduits. Les circuits allemands ont été analysés. Les méthodes allemandes ont été adoptées. Le SCR 610, poste radio standard des chars américains à partir de 1950, utilisait des conceptions de circuits directement issues des plans du Fugé-10. Les Américains ne l'ont pas admis. Mais les ingénieurs qui ont comparé les schémas ont vu la vérité. Les Britanniques ont été encore plus directs. Ils ont enlevé le docteur Guillaume Roux, ingénieur en chef chez Telefunken. Ils l'ont emmené à Malvern, au Telecommunication Research Establishment. Ils l'ont placé devant une feuille de papier vierge. Ils ont dit « Dessinez tout ce que vous savez ». Roux a dessiné. Pendant 2 ans. Le résultat, le poste radio britannique, WS-19, qui a été utilisé jusqu'aux années 1960. Il était essentiellement un Fugé-10 avec des composants britanniques. La communication militaire tactique moderne, l'ANPRC 117F des États-Unis, le Thales PR-4G de la France, le R-168 de la Russie, tous sont basés sur des concepts que les ingénieurs allemands ont développés entre 1935 et 1940. Saut de fréquence, Telefunken l'a expérimenté en 1943. Communication cryptée. Le Fugé-10S avait un cryptage rudimentaire. Guerre centrée sur le réseau. La Wehrmacht l'a pratiquée à partir de 1939. C'est fou! Un détail particulièrement fascinant, le poste radio américain moderne, SINGARS, utilisé de 1988 à nos jours, exploite le saut de fréquence avec 2320 fréquences par seconde. L'idée? Des ingénieurs de Telefunken l'avaient développé en 1943 pour le système IFF FUG-25A. L'implémentation est plus moderne, mais le concept est identique. Changer constamment de fréquence. Pour que l'ennemi ne puisse pas vous brouiller ou vous écouter. SINGARS coûte $8000 l'unité. L'armée américaine en a acheté plus de 600 000, 4,8 milliards de dollars pour une technologie basée sur des concepts allemands de 1943. Ce n'est pas une critique, c'est de la reconnaissance. Les bonnes idées sont universelles.
les ingénieurs allemands avaient de très bonnes idées. L'histoire du Fugé 10, c'est l'histoire d'une révolution technique. Qui a changé la guerre pour toujours. Avant le Fugé 10, les armées communiquaient comme au XIXe siècle, estafettes, drapeaux, signaux lumineux. Après le Fugé 10, la coordination en temps réel est devenue la norme. Chaque armée moderne, chaque force militaire moderne, chaque doctrine de guerre moderne repose sur des principes que l'Allemagne a développés entre 1935 et 1940. Les détails techniques du Fugé 10 sont fascinants. L'émetteur utilisait un tube final RV12 P2000 qui fournissait jusqu'à 10 watts de puissance de sortie. La modulation était à modulation d'amplitude, simple mais efficace. Le récepteur était une conception super hétérodyne, avec une fréquence intermédiaire de 3 MHz. L'antenne était une tige de 2 mètres, montée sur la tourelle du char. Les ingénieurs allemands ont également résolu le problème des interférences électriques. Les moteurs des chars génèrent des interférences électromagnétiques massives, bougies d'allumage, alternateurs, moteurs électriques, tous produisent du bruit. Le Fugé 10 avait un filtrage élaboré. Condensateur, self, câble blindé. Le résultat, une communication claire, même en roulant, même en tirant. L'Union soviétique a lutté pendant des années avec ce problème. Les premières unités R-105 avaient d'horribles problèmes d'interférence. Lorsque le moteur tournait, le poste radio était presque inutilisable. Les ingénieurs allemands avaient pensé à chaque détail. Les ingénieurs soviétiques ont dû reconstruire chaque détail, péniblement. Une autre innovation allemande, la facilité d'utilisation. Le Fugé 10 avait de grands boutons et interrupteurs clairs. Un chef de char, portant des gants, pouvait l'utiliser. La sélection de la fréquence se faisait avec des canaux numérotés, pas avec des fréquences précises. Canal 1, canal 2, canal 3, simple, imbécile, brillant. Les postes radio soviétiques étaient plus compliqués. Réglages fins, petits boutons, procédures complexes. Dans le chaos du combat, c'était impraticable. L'ergonomie allemande était une arme, la complexité soviétique était une faiblesse. L'impact psychologique des communications radio allemandes était énorme. Les soldats alliés rapportaient régulièrement le sentiment que les unités allemandes savaient toujours où ils étaient. Les chars allemands semblaient se coordonner, comme s'ils étaient contrôlés par une seule intelligence. Ce n'était pas un mystère, c'était le Fugé 10. Un officier américain, le capitaine Robert Henderson, a décrit en août 1944 un combat en Normandie. Nous avons attaqué un seul char allemand. En quelques minutes, 4 autres chars allemands étaient là. Ils savaient exactement où nous étions. Ils coordonnaient leurs mouvements parfaitement. Nous n'avions aucune chance. Plus tard, nous avons découvert. Chaque char allemand avait un poste radio. Ils se parlaient. Nous avions un poste radio par compagnie. Nous nous battions pratiquement en silence. La doctrine allemande de communication radio était également innovante. Les chefs de chars allemands étaient formés à communiquer constamment. Observation, mouvement, intention, tout était partagé. Le concept était plus d'informations et toujours mieux que moins d'informations. La doctrine alliée était restrictive. Garder le silence radio, sauf en cas d'absolue nécessité. La crainte était que l'ennemi puisse intercepter les communications. Un exemple concret de ces différences de doctrine, Haraucourt, septembre 1944, la 4e division blindée américaine se battait contre la 5e Panzerarmee allemande. Les chars américains avaient des postes radio technologiquement supérieurs, le SCR 508, avec 20 watts de puissance d'émission et modulation de fréquence. Mais les commandants américains les utilisaient rarement. La doctrine était silence radio jusqu'au contact avec l'ennemi.
Les chars allemands avaient l'ancien Fugé-10, mais ils communiquaient constamment. Le lieutenant Georg Diehl, commandant d'un peloton de Panther, a décrit son trafic radio typique. Je parlais chaque minute, position des chars ennemis, caractéristiques du terrain, mes intentions, les intentions de mes camarades. Nous avons construit une image commune de la bataille. Les Américains avaient de meilleures radios. Nous avions une meilleure communication. Le résultat à Haraucourt, les chars allemands, en infériorité numérique de 3 contre 1, ont détruit plus de chars américains qu'ils n'en ont perdus. Pas à cause d'une meilleure technologie. À cause d'une meilleure utilisation de la technologie. Cette leçon, l'armée américaine l'a apprise, mais cela a pris des années. Le manuel de doctrine des chars FM 17-12 de 1950 a souligné pour la première fois la communication radio continue. L'idée venait directement des tactiques allemandes analysées. Des officiers américains qui avaient observé des unités de chars allemandes au combat ont écrit les nouveaux manuels. Les ingénieurs allemands ont partiellement résolu ce problème avec le Fugé-10Z, une version avec un cryptage vocal simple. Le cryptage n'était pas particulièrement fort, mais suffisant pour les communications tactiques. Les Alliés pouvaient intercepter les communications radio allemandes, mais les déchiffrer prenait trop de temps, jusqu'à ce que l'information soit utile. La situation tactique avait changé. Le Fugé-10Z utilisait un système de cahier de code rotatif, chaque jour. Le code changeait. Le cryptage était une simple transposition de fréquences, avec des clés variables, pas incassables, mais chronophages à déchiffrer. Dans une bataille de chars qui évolue rapidement, le temps était primordial. Même 10 minutes de retard rendaient l'information inutile. Les cryptanalystes britanniques à Bletchley Park pouvaient déchiffrer le trafic Fugé-10, mais cela prenait en moyenne 4 heures. À ce moment-là, les chars allemands étaient 40 km plus loin. L'information était historiquement intéressante, tactiquement inutile. Un autre aspect technique, souvent négligé, la technologie des antennes. Le Fugé-10 utilisait une antenne fouet de 2 mètres. Simple, mais conçue brillamment, l'antenne était montée sur ressort. Elle résistait aux vibrations, aux chocs, même aux coups directs d'éclats d'obus. Elle pouvait être ajustée à n'importe quelle longueur entre 1,4 et 2 mètres, pour optimiser la fréquence de résonance. Les antennes soviétiques sur le R-105 cassaient constamment. La monture était rigide. Les vibrations des chars lourds se transmettaient directement à l'antenne. Après 100 km de trajet, l'antenne était souvent cassée ou tordue. Les antennes allemandes duraient des milliers de kilomètres. Pourquoi? Parce que les ingénieurs allemands avaient pensé à chaque détail. Les ingénieurs soviétiques ont copié le design, mais ils n'ont pas compris les principes sous-jacents. La production du Fugé-10 était un chef-d'œuvre industriel. Telefunken a produit environ 250 000 unités entre 1938 et 1945. C'est presque 100 unités par jour pendant 7 ans, malgré les bombardements alliés, malgré la pénurie de ressources, malgré le chaos. Le contrôle qualité allemand est resté strict. Chaque poste radio était testé. Les unités défectueuses étaient réparées ou mises au rebut. La fiabilité est restée à 95%. L'Union soviétique a tenté d'atteindre cette qualité de production. Elle a échoué. La production du R-105 avait un taux de défaillance de 30%. Un tiers des unités produites ne fonctionnaient pas correctement, ou pas du tout. Les usines soviétiques n'avaient pas la précision, pas le contrôle qualité, pas la culture de la perfection. Les ingénieurs allemands apprenaient la précision pendant des années de formation. Les ouvriers soviétiques apprenaient la production en quelques semaines. Un détail particulièrement fascinant. Les postes radio allemands étaient régulièrement entretenus. Chaque semaine, nettoyage, chaque mois, inspection, chaque trimestre, calibrage. Il y avait des ateliers radio spéciaux dans chaque division.
des techniciens qualifiés maintenaient les appareils en parfait état. La Wehrmacht traitait les postes radio comme des instruments de précision, parce que c'étaient des instruments de précision. Les équipages de chars soviétiques traitaient les postes radio comme du matériel ordinaire. Pas d'entretien, pas de soins. S'il tombait en panne, il était jeté. La mentalité était « nous en avons des millions ». Les pertes sont acceptables. La mentalité allemande était « nous en avons peu ». Chacun doit fonctionner parfaitement. Deux philosophies, deux cultures, deux résultats. La pertinence moderne de cette histoire est étonnante. Chaque doctrine militaire moderne met l'accent sur la communication. La guerre centrée sur le réseau, le concept américain, est essentiellement la guerre éclair avec des satellites. L'idée, donner à chaque unité des informations en temps réel, coordonnées à tous les niveaux, simultanément, se déplacer plus vite que l'ennemi ne peut réagir. C'est exactement ce que l'Allemagne a fait en 1940. Seulement, au lieu du GPS et des liaisons de données numériques, ils avaient le Fugé 10 et la communication vocale. Le principe est identique. L'information est l'arme ultime. Celui qui communique le plus vite gagne. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire. Elles sont dans chaque poste radio militaire moderne, dans chaque système de communication tactique, dans chaque doctrine sur la coordination en temps réel. Les ingénieurs allemands des années 1930 ont posé les fondations de la guerre moderne, de la guerre éclair aux frappes aériennes coordonnées par GPS, des chars radio aux essaims contrôlés par des drones. La ligne technique est directe et claire. Si vous appréciez ces vérités techniques, soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser des documents techniques rares, d'interviewer les derniers ingénieurs témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire technique, car cette histoire ne concerne pas seulement le passé. Elle explique notre présent. L'analyse technique montre, le Fugé 10 n'était pas seulement un poste radio, c'était un changement de paradigme. Avant 1940, les armées étaient hiérarchiques et lentes. Après 1940, les armées modernes étaient en réseau et rapides. Le Fugé 10 était le pont entre deux époques et l'Union soviétique. Désespérée après les défaites, a volé ce pont, l'a copié et a tenté de rattraper son retard technique. Ils ont réussi partiellement. Le R-105 fonctionnait. Mais il n'a jamais été aussi bon que l'original. La précision allemande, la qualité allemande, l'ingénierie allemande, cela ne pouvait pas simplement être copié. Il fallait le développer, le cultiver, le perfectionner sur des générations. Quelle technologie allemande vous a le plus surpris? De nombreux ingénieurs dans les commentaires ont souligné des liens incroyables, des grands-pères qui travaillaient chez Telefunken, des plans dans les archives des entreprises, des postes radio modernes, avec des circuits allemands. Partagez vos découvertes techniques. Chaque commentaire est une pièce du puzzle de l'histoire de la technique. L'histoire ne se termine pas en 1945, elle continue. Chaque innovation technique s'appuie sur les précédentes. Le Fugé 10 a mené au R-105. Le R-105 a mené au R-113. Le R-113 a mené au R-123, et ainsi de suite, jusqu'au système numérique moderne. Mais l'idée de base, la communication en temps réel sur le champ de bataille, a été perfectionnée entre 1935 et 1940 par les ingénieurs allemands. Dans les archives secrètes, il existe des documents, récemment déclassifiés, qui montrent l'Union soviétique savait que sa communication était inférieure. Des rapports de 1941, 1942, 1943, tous disent la même chose. La coordination allemande est supérieure. Nos unités combattent isolément. Nous avons besoin de la technologie allemande. Et après 1945, ils l'ont eue, par le vol, par l'enlèvement, par le pillage systématique de la science allemande. Mais voici la dernière vérité inconfortable.
même avec la technologie volée. Même avec les ingénieurs enlevés, même avec les plans copiés, l'Union soviétique a mis des années à atteindre ce que l'Allemagne avait développé en quelques mois. Pourquoi? Parce que la technologie n'est pas seulement des plans. La technologie est la culture, la formation, la précision, la qualité. On peut voler des plans, mais on ne peut pas voler l'excellence. Les ingénieurs allemands de Telefunken ont appris pendant des années. Ils ne comprenaient pas seulement comment les postes radio fonctionnaient, ils comprenaient pourquoi ils fonctionnaient. Ils pouvaient improviser, améliorer, innover. Les techniciens soviétiques copiaient, mais copier n'est pas comprendre. Et sans comprendre, il n'y a pas de véritable innovation. Le Fugé 10 était un produit de la culture d'ingénierie allemande. La précision pour l'amour de la précision. La qualité comme principe fondamental. L'innovation comme norme. Cette culture ne peut pas être copiée. Il faut la vivre. Et c'est la vraie raison pour laquelle la technologie allemande était si difficile à reproduire. Un dernier détail technique illustre parfaitement cette philosophie. Le manuel d'utilisation du Fugé 10 faisait 47 pages. Le manuel soviétique pour le R505 faisait 12 pages. Les ingénieurs allemands expliquaient chaque détail. Comment utiliser l'appareil, comment l'entretenir, comment diagnostiquer les problèmes courants. Comment effectuer des réparations simples. Le manuel était un chef-d'œuvre de communication technique. Le manuel soviétique disait essentiellement « allumez-le », réglez la fréquence, parlez. S'il ne fonctionne pas, apportez-le à l'atelier. Pas de diagnostic, pas d'entretien, pas de réparation. Ces différences de documentation reflètent des différences de philosophie. Les ingénieurs allemands voulaient que les utilisateurs comprennent la technologie. Les ingénieurs soviétiques voulaient seulement que les utilisateurs l'utilisent. La leçon est universelle et intemporelle. La supériorité technique ne vient pas des ressources ou du nombre. Elle vient de la culture, de la formation, de l'engagement envers l'excellence. L'Allemagne avait moins de chars que l'Union soviétique, mais chaque char allemand communiquait une qualité inégalable, surclassait la quantité, jusqu'à ce que cette quantité devienne tellement écrasante que même la qualité ne pouvait plus suffire. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Une histoire que nous aborderons, peut-être, une autre fois. C'est une épopée qui mérite d'être contée avec toute la précision et l'attention qu'elle requiert. Une histoire où le courage et l'ingéniosité se heurtent à la brutalité et au nombre